En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Jérôme Cahuzac, président socialiste de la Commission des finances à l'Assemblée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avant qu'on parle évidemment de la campagne électorale, vous connaissez tous les chiffres, vous avez le droit d'aller à Bercy depuis la dégradation par une agence de notation de la France. Quelle est la situation exacte du pays en quelques mots? Elle est très grave ou est-ce que c'est possible de s'en sortir? On s'en sortira. La France est un grand pays qui a su relever des défis au moins aussi important. Mais incontestablement, la situation est extrêmement délicate. Il suffit de se comparer avec l'Allemagne, qui est en réalité à la fois la référence pour la France ces derniers temps, mais surtout notre partenaire principal, politique et économique, le pays auquel nous avons l'habitude de nous comparer. L'année dernière, la croissance en Allemagne est de 3%, elle est de 1,6% chez nous. Le chômage en Allemagne est à un niveau historiquement bas. Il est à un niveau historiquement élevé en France. Le commerce extérieur en Allemagne est de 160 milliards d'euros en positif, d'excédent. En France, c'est déficitaire de 70-75 milliards d'euros. Donc si on se compare aux pays auxquels on doit se comparer, notre situation n'est évidemment pas satisfaisante. Ça veut dire quoi pour les Français, pour leur quotidien simplement ? Ça veut dire que des efforts vont devoir être faits, mais que ces efforts ne pourront être consentis que s'ils sont justes. Et me semble-t-il, parmi les candidats en présence, seul François Hollande présente ou présentera un programme qui mettra la justice au cœur de celui-ci. Donc ça veut dire que le programme, par exemple le projet socialiste, plus certaines mesures qu'on a pu entendre depuis le début de la campagne, sont caduques, qu'il va falloir revoir tout ça? Ce n'est pas le terme que j'utiliserai, car le projet de François Hollande s'inspirera évidemment du projet socialiste, mais celui-ci fut élaboré à une époque où les prévisions de croissance économique, celles du gouvernement d'ailleurs, car le Parti socialiste n'avait fait que reprendre les prévisions de croissance économique du gouvernement. À l'époque, ces prévisions étaient nettement plus optimistes qu'elles ne le sont aujourd'hui, et François Hollande, je le crois, ne voudra pas mentir aux Français, comme aujourd'hui les dirigeants de l'UMP mentent aux Français. Un exemple, le budget est fondé sur une hypothèse de croissance de 1%, et de la Commission européenne à l'OCDE, en passant par le consensus des économistes, personne n'attend une croissance supérieure à 0,3 ou 0,5%. Donc il ne faut pas mentir sur la situation réelle, et ne pas mentir sur la situation réelle impose d'abord des réformes de justice afin que nos concitoyens adhèrent au redressement du pays. Guillaume Tabar. Vous dites qu'il ne faut pas mentir, et ce qu'il ne faut pas aussi de la part du candidat socialiste, un peu de clarification, parce que même si les hypothèses ont bougé depuis le projet socialiste, il y a quand même un peu de flou entre ce qui est clairement maintenu, ce qui ne l'est pas, ce qui est reporté, et même dans les propositions du candidat socialiste, on a vu finalement chaque semaine, il y a un peu un débat, voire une polémique sur l'exacte nature des réformes. Fusion, impôt sur le revenu, CSG, effectif de la fonction publique, on va y revenir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où François Hollande doit dire clairement, voilà précisément ce que je ferai et ce que je ne ferai pas? François Hollande dira précisément ce qu'il fera et ce qu'il ne fera pas. Il le dira dimanche prochain. Seul lui est d'ailleurs légitime pour indiquer ce que sera le programme présidentiel. Personne ne peut parler en son nom, pas plus un autre que moi-même, même si, me concernant, j'ai, me semble-t-il, le droit de rappeler ce que furent les combats de l'opposition socialiste au Parlement et notamment à l'Assemblée nationale, en particulier concernant les suppressions de postes dans la fonction publique d'État. Nous menons ce combat contre cette politique gouvernementale depuis maintenant plus de 4 ans, et je n'ai rien fait d'autre que rappeler ce combat. Alors vous faites allusion à ce que vous avez rappelé sur les fameux 60 000 emplois dans l'éducation nationale promis par François Hollande. Vous avez précisé que ces emplois seront créés par redéploiement, donc il n'y aurait pas de création nette au sein de la fonction publique. Benoît Hamon et d'autres dirigeants de la gauche du PS vous ont vertement critiqué en disant en gros que vous faisiez la même approche que la droite. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est moins à eux qu'il s'agit de répondre que de préciser les choses. Je suis élu d'un département où quand il faut préciser, on dit on va mettre le chat sur la table et on va compter les pattes. Bon, eh bien, comptons les pattes. Alors, comptons les pattes. Comptons les pattes. Il y a dans la fonction publique d'État, car naturellement, tout cela ne concerne que la fonction publique d'État et pas la fonction publique hospitalière. Et donc, la comparaison qui a été faite, elle est peut-être frappante, mais elle manque peut-être un peu de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. Donc, dans la fonction publique d'État, il y a chaque année 60 à 65 000 départs en retraite. Aujourd'hui, un poste sur 2 occupé par ces fonctionnaires partant en retraite est supprimé. Nous avons toujours dit à l'Assemblée, mais toujours, que nous reviendrions sur cette politique-là, tout simplement parce que
démembrer l'État, affaiblir les services publics. Ce n'est pas rendre service à la France, ni aux Français, qui ont besoin d'un État efficace et de services publics, tout simplement, les services publics n'étant qu'un instrument de justice via la redistribution que cela permet. Et donc, dès lors que nous revenons sur cette mesure, ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre de 30 à 35 000. C'est-à-dire que tous les départs en retraite seront compensés intégralement. Naturellement. Dès lors que nous revenons sur la suppression de 1 sur 2, cela veut dire que tous les postes sont compensés. Et dès lors, à effectif constant dans la fonction publique d'État, sans augmenter le nombre de fonctionnaires pour l'État, il y a une marge de manœuvre que François Hollande décidera d'affecter selon ses choix politiques. J'ai cru comprendre que ces choix politiques concerneraient l'éducation nationale, la police, la gendarmerie, la justice. Le terme technique est effectivement... Les 10 000 dans la police, on n'en parle plus tellement. Écoutez, moi je vous en parle et on verra si François Hollande le confirme. Mais à l'Assemblée nationale, comme au Sénat depuis que celui-ci est majoritaire, nous avons tenté d'imposer ou de faire prévaloir au Sénat cette vision des choses, c'est-à-dire mettre un terme à une politique qui démembre l'État et affaiblit les services publics. Dès lors, il y a une marge de manœuvre chaque année de 30 à 35 000 postes. À François Hollande de décider où ces postes seront affectés. J'ai pour ma part la conviction que les engagements qui furent pris seront évidemment tenus. Jérôme Cahuzac, donc quand vous dites ne pas mentir aux Français, certes ça s'adresse à l'UMP, on l'a bien entendu, mais ça s'adresse aussi à une partie de vos troupes, en l'occurrence Benoît Hamon, Henri Emmanuelli, Marie-Noëlle Lienemann. Il faut dire la vérité. C'est ça que vous nous dites ce matin. Ce que je dis, c'est que depuis que l'opposition fait son travail à l'Assemblée, c'est-à-dire depuis 2007, nous avons toujours affirmé que cette politique n'était pas bonne, nous avons toujours dit que nous abrogerions cette mesure. Dès lors que nous abrogeons cette mesure, cela veut dire que les 60 à 65 000 fonctionnaires qui partent en retraite seront désormais remplacés. Il y a donc une marge de manœuvre de la moitié. Eh bien, cela, me semble-t-il, permet de tenir les engagements que nous avons toujours indiqués et que, me semble-t-il, François Hollande a pris. Mais il y a un peu un tour de passe-passe dans ce que vous dites, parce que je ne vois pas lequel. 60 000 départs en retraite, c'est pas 60 000 postes disponibles n'importe où. Donc si vous créez 60 000, même sur 5 ans, dans l'éducation nationale, puisque c'est effectif constant, il faut quand même les prendre ailleurs. Donc même s'il y a des départs en retraite dans un domaine, ça veut dire qu'ils ne sont pas remplacés dans tous les domaines. Donc il faut dire clairement, là où les fonctionnaires partent en retraite ne seront pas remplacés. Oui, il faudra le dire, il faudra surtout le faire. Où, par exemple? Non, mais vous plaisantez. D'abord, c'est à François Hollande à confirmer ce que je viens de vous dire. Et ensuite, c'est en gestion, dans la pratique du pouvoir, que ces choses-là se feront. Vous n'imaginez quand même pas qu'aujourd'hui, je vais prendre un papier, un crayon et une gomme et vous dire 2 de moins ici, 4 de plus ici, 5 de moins là, et 7 ailleurs. Vous trouvez qu'il y a la clarté en face? Non, mais là, non, mais attendez, pas... d'abord, on ne sait même pas si Sarkozy sera candidat ou pas, même si naturellement personne n'est dupe, mais il se cache derrière les habits de la fonction présidentielle. D'ailleurs, certains considèrent cela un peu comme une fuite, n'est-ce pas? On ne sait même pas s'il est candidat. Son programme, j'en parle même pas. Le programme de l'UMP coûte 30 milliards d'euros, on ne sait même pas comment il le finance. Il était pour le vote des étrangers, il est contre. Il était pour le mariage homosexuel, il est contre. Il n'avait pas été élu pour augmenter les impôts, il ne cesse de les augmenter. On est loin. Vous nous demandez de la clarté. Vous nous demandez de la clarté. Il me semble qu'en vous répondant comme je viens de vous répondre à vos questions, je fais preuve, et mes amis avec moi, de beaucoup plus de clarté que n'en manifeste l'UMP et ses dirigeants. Donc, je comprends votre exigence, je comprends même votre impatience. Et c'est d'ailleurs une impatience qui s'exerce à l'égard de François Hollande, comme on n'en constate pas à l'égard des autres candidats, pour une raison assez simple. C'est que c'est lui qui porte en réalité les espérances du changement. Et donc, cette espérance est, d'une certaine manière, un encouragement pour nous. François Hollande s'exprimera dimanche. Et je pense que le chat ayant été mis sur la table, on pourra compter les pattes. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, organise un sommet social dont on attend socialement un certain nombre de mesures. Vous êtes forcément déjà critique avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelques bonnes mesures à prendre, par exemple, pour un jeune chômeur aujourd'hui ou un senior qui est au chômage? Est-ce qu'au fond, ça n'est pas une bonne chose de continuer à diriger et à prendre des mesures sociales importantes pour les Français? Certes. Néanmoins, vous dites que nous sommes critiques avant. Il me semble que le président de la République a lui-même indiqué ce que seraient les mesures qu'il avait déjà décidées avant le sommet social. L'augmentation de la TVA, j'ai cru comprendre que on parle de 2 points. Oui, enfin, le principe de l'augmentation de la TVA me semble acquis pour une politique que je crois inefficace dans l'objet qu'elle poursuivrait, améliorer la compétitivité du pays, avec en revanche des conséquences maximales sur le pouvoir d'achat des Français. Or, nous démarrons l'année en récession. La consommation des ménages est un élément essentiel de la croissance économique du pays. Compromettre
Ce qui fait l'essentiel de la croissance économique du pays au moment où ça va mal ne me paraît pas de bonne politique économique. Et au fond, Nicolas Sarkozy continue dans les erreurs de gestion qu'il a accumulées depuis le début de sa présidence. Mais sur la TVA sociale, vous ne croyez pas qu'un allègement des charges sur les entreprises permettrait de renforcer leur compétitivité? Beaucoup de nos voisins l'ont fait, quand même, sur la compétitivité. D'abord, la TVA sociale, il faut expliquer ce que c'est. C'est une augmentation de la TVA. En compensation, on appelle TVA sociale ce qui est une augmentation de la TVA, c'est-à-dire un impôt qui, en proportion des revenus, est l'impôt le plus injuste. François Hollande souhaite redresser le pays par la justice. Nous n'estimons pas, il n'estime pas, je pense qu'il le confirmera à raison selon moi, nous ne pensons donc pas que augmenter l'impôt le plus injuste soit la meilleure façon de rétablir la justice dans ce pays. Sur le fond de la mesure, puisque vous m'interrogez là-dessus, le coût du travail dans ce pays représente 20 à 40% du prix d'un produit fini. Faire baisser le coût du travail de 5%, puisque c'est ça l'objectif de l'augmentation de la TVA, faire baisser le coût du travail de 5%, c'est donc faire baisser le prix du produit fini de 5% de 20 à 40, c'est-à-dire de 1 à 2%. La seule appréciation du dollar par rapport à l'euro ces dernières semaines a permis une amélioration de la compétitivité de plus de 10%. Les entreprises allemandes, chaque année, font des gains de productivité et améliorent leur compétitivité de 2, 3, 4%. Cette mesure, je ne dis pas qu'elle n'aura pas d'effet sur la compétitivité, je dis qu'elle aura un effet tout à fait marginal de 1 à 2% pour une contrepartie négative maximale sur le pouvoir d'achat. Pour que cette politique rende ses effets, si un jour elle doit être mise en œuvre, je ne l'imagine pas, il aurait fallu d'abord rééquilibrer la structure de la croissance économique de notre pays et faire la part moins belle à la consommation des ménages et davantage à l'investissement, aux exportations. Il se trouve que cette politique aurait peut-être dû être conduite. Nicolas Sarkozy ne l'a pas conduite. C'est une des erreurs de gestion de plus de son quinquennat. Jérôme Cahuzac, depuis le début de notre entretien, vous faites beaucoup référence à l'Allemagne avec un certain nombre de succès. Et en même temps, on a l'impression que les socialistes disent qu'au fond, la France lâche tout à Angela Merkel. Est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Il est vrai que la parole de la France en Europe s'est considérablement affaiblie. C'est aujourd'hui l'Allemagne qui mène l'Europe. Jusqu'alors, c'était soit la France, soit les deux. Et si l'Allemagne aujourd'hui mène l'Europe, c'est parce que la parole de nos dirigeants porte moins, et elle porte moins parce que l'État de la France est dans une telle situation que nous sommes de facto moins puissants. Que traduit d'autre la dégradation de la note de la dette souveraine de la France, sinon un déclassement de notre pays, au moins par rapport à l'Allemagne? François Fillon a menti quand dimanche dernier, il y a 3-4 jours, il a indiqué qu'il n'y aurait pas de conséquences pour les Français à la suite de cette dégradation. Vous avez vu ce qui s'est passé. Une agence qui a dégradé. Oui, c'est une agence qui a dégradé, une mais agence parmi d'autres. Bien sûr, mais quelles sont les conséquences déjà? Le Fonds européen de stabilité financière est dégradé en Europe. Or, c'est le bras armé pour résoudre la crise européenne. Ça ne va pas simplifier la résolution de la crise européenne que de constater cette dégradation. Et en France, EDF, l'UNEDIC, la CADES, les hôpitaux de Paris, la PHP est dégradée. Les hôpitaux de Paris, c'est la vie de tous les jours des Franciliens. Il y a 3 jours, François Fillon dit que cette décision n'aura pas de conséquences pour les Français. 3 jours après, il est démenti. Le pouvoir ment aux Français. Si on vous comprend bien, puisque cette dégradation a des conséquences graves, il faut tout faire pour récupérer le triple A. Or, François Hollande a dit dimanche, enfin aux Antilles, que sa priorité n'était pas de récupérer ce triple A. La situation sera celle que nous trouverons. Et ce qu'il faudra, c'est redresser le pays dans la justice et refaire prévaloir la parole de la France en Europe. Ce sont ça nos objectifs. Nous n'avons jamais fait de l'avis des agences de notation l'alpha et l'oméga de notre politique, contrairement à François Fillon ou à Nicolas Sarkozy. C'est un objectif de le retrouver ou pas? Ce n'est pas un objectif, ce sera une conséquence de ce que nous ferons. Mais la priorité, c'est la justice, la réforme, permettre à la France de retrouver une parole forte en Europe et surtout créer une adhésion majoritaire dans le pays au redressement du pays par l'Union, par la justice, c'est-à-dire le contraire de ce que fait aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Jérôme Cahuzac et bonne journée à tous sur Radio Classique et Public Sénat.